This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Hey, this Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all, and as always, fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA world. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, 8e épisode de Retro Warriors, et nous n'avons pas encore parlé de We Believe. On va résoudre ça. Si vous êtes fan des Warriors ou que vous suivez simplement la NBA, vous avez forcément déjà entendu parler de cette époque We Believe. Retour sur cette saison 2006-2007 où les Golden State Warriors de Don Nelson ont été l'attraction de toute la ligue. Cette année-là, certes, les Warriors n'ont pas remporté le titre, mais ont réussi un exploit rare en sortant les favoris, les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, et la bande coachée par Don Nelson a marqué les esprits. Alors comment s'est construite cette équipe? Qu'est-ce qui explique cette lueur d'espoir après plusieurs saisons de marasme du côté de la baie? C'est ce qu'on va voir ensemble au fil de cet épisode. Allez, remballez vos pronos, vos stats et vos probabilités, ça va upset sévère, je vous emmène quelques années en arrière. Comme d'habitude, un peu de contexte pour commencer. Au début des années 2000, ce n'est pas la joie du côté de San Francisco. Vous avez peut-être écouté l'épisode sur la pire saison des Warriors, c'était justement en 2000-2001. Mais bon, les années d'après, c'était pas la folie non plus. Pour la faire rapide, la saison suivante, c'était dernier à l'Ouest avec seulement 21 victoires. 2002-2003, on finit 11e. Idem en 2004, 12e en 2004-2005 et 13e en 2005-2006. Bref, on est considéré par tout le monde à cette époque comme une équipe de milieu, voire de bas de classement, mais sûrement pas une franchise qui peut rivaliser avec les meilleurs, qui sont à cette époque le Heat, les Pistons, les Spurs et bien sûr les Mavs, donc avec dans leur rang Dirk Nowitzki. Le premier tournant, il survient lors de l'été 2006. C'est le coach de l'époque, Mike Montgomery, qui est remercié et le front office décide de faire appel à une ancienne connaissance de la franchise, Don Nelson. Oui, ce bon vieux Nelly qui nous rappelle l'époque glorieuse du Run TMC. Il était au début des années 2000 le coach des Dallas Mavericks, justement. Mais disons que l'ambiance n'était pas au beau fixe dans le Texas et Nelson a été poussé vers la sortie. Les Warriors ont donc saisi l'opportunité pour faire revenir le Don dans la baie. Nelson accepte, mais au vu de l'effectif, il ne s'attendait pas à faire des merveilles. Il estimait que ça allait être compliqué de mettre en place son fameux jeu Nelly Ball, basé sur le run and gun et le small ball. En gros, selon lui, les joueurs de l'époque dans l'effectif des Warriors ne couraient pas assez vite et manquaient de hargne en défense. Bien des années plus tard, pour la chaîne NBC, il déclarait en 2019 : à vrai dire, je n'aimais pas beaucoup cette équipe. Il fallait qu'on fasse quelque chose parce que l'équipe n'avait pas eu beaucoup de succès auparavant et on avait ce même effectif. Donc, quand on a eu la possibilité de faire un gros échange, il fallait le faire. On était trop lent, on avait des bons joueurs mais sans grand talent à l'intérieur. Il fallait changer les choses et vite. Alors faisons justement un point sur l'effectif. Lors de cet été 2006, les Warriors comptent dans leur rang Baron Davis et Derek Fisher à la main, Jason Richardson et Monta Ellis au poste d'arrière, à l'aile la touche française, Mike Pietrus qui partage le rôle avec Mike Dunleavy, Troy Murphy est l'ailier fort et Adonai Fall le pivot, tous les deux aidés à l'intérieur par quelques autres role-players. Et donc Nelson trouvait qu'il manquait quelque chose dans cette équipe, ce qui serait parfait, c'est un chien de garde, un mec qui joue avec les crocs et de préférence donc à l'intérieur. Alors, parmi les premiers moves, il y a le recrutement de Matt Barnes, à un moment de sa carrière où le joueur n'était pas au plus haut. Après être passé par les Kings, les Sixers, les Knicks, il n'a jamais vraiment convaincu, et il a même parfois été coupé. Il pensait même, en 2006, arrêter tout simplement le basket pour se consacrer au football américain. Mais les choses vont changer lors d'un match amical estival, comme il en existe beaucoup. L'intéressé raconte ce moment comme ça. Un jour, alors que je jouais dans un pick-up game, Baron Davis était là et il me dit de venir jouer avec eux. Je l'ai fait et j'ai bien joué. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant tout ce temps, Don Nelson était là, il nous regardait jouer.
Il est venu à la fin de la session et sans garantie, il m'a dit de venir pour le prochain camp d'entraînement des Warriors. C'était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et satisfaits par ce qu'ils avaient vu lors de ce pick-up game et au camp d'entraînement d'avant-saison, les Warriors décident donc de proposer un contrat à Matt Barnes. La saison débute sans que l'équipe ne soit totalement finalisée et ça va se ressentir. Franchement, la première partie de cet exercice 2006-2007, c'est pas la folie. Début décembre, après une nouvelle défaite contre les Rockets, la 4e consécutive, les Warriors affichent un bilan de 9 victoires pour 10 revers. Avec quelques déculottés remarquables, notamment une belle fessée mise par les Spurs 129-89. Alors en coulisses, le front office s'active pour trouver une solution. Il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe, tout le monde le sent, mais il manque encore quelque chose. Il fallait tenter un coup. Le général manager de l'époque, un certain Chris Mullin, entame des négociations avec Indiana au début du mois de janvier. Des pourparlers qui aboutissent le 16 janvier 2007. Golden State envoie Troy Murphy et Mike Dunleavy à Indiana et récupère à Larrington Stephen Jackson, Sarunas Jasikevičius et Josh Powell. En fait, Indiana cherchait à ce moment-là à se débarrasser absolument de Stephen Jackson, notamment depuis la bagarre générale légendaire à Détroit connue sous le nom de Malice at the Palace et dans laquelle le numéro 1 des Pacers était impliqué. Mais il n'y avait pas que ça, l'ailier était régulièrement dans des embrouilles. Le point de rupture a sûrement été ce soir d'octobre 2006, quand à la sortie d'une boîte de nuit, il a fini par sortir un gun et tirer en l'air juste pour faire peur à des gens. Bref, du coup, malgré cette réputation, les Warriors prennent le risque de le faire venir dans la baie. Un risque que le coach Don Nelson était prêt à prendre parce que c'était exactement le joueur qu'il lui fallait pour fignoler la mise en place de son plan de jeu. Jackson était le genre de gars athlétique qui défendait le plomb, et de l'autre côté du terrain, peu de joueurs étaient capables de suivre son rythme. Don Nelson expliquera un peu plus tard au magazine Slam: On était tous de la même taille, entre 1m98 et 2m03, donc on pouvait changer sur tout le monde en défense. En général, il faut exclure le pivot de tes rotations, mais quand tu as un groupe de nains de la même taille, tu peux changer sur les 5 joueurs. Et on n'oublie pas non plus donc Al Harrington qui arrive via ce trade à l'intérieur de 2m06 pour un peu plus de 100 kg. Parfait également donc pour le jeu de Nelly Ball. Maintenant, les Warriors semblent mieux armés pour attaquer la deuxième partie de la saison régulière et Nelson va pouvoir concrétiser sa vision small ball. Ça, c'est la théorie et il y a la pratique. Et un nouveau problème va vite arriver. Début février, à peine un mois plus tard, Baron Davis se blesse au genou, ce qui va l'obliger à passer par la case opération. Et Jason Richardson, lui, se casse la main. Ce sont tout simplement les 2 meilleurs scoreurs de la saison dernière qui ne peuvent plus jouer. L'arrivée de ces nouveaux joueurs en provenance d'Indiana n'est donc pas synonyme de meilleurs résultats pour les Warriors. Pour cela, il faudra attendre le retour du Baron au début du mois de mars. Le déclic, c'est ce match à Détroit le 5 mars 2007. Avant la rencontre, Golden State est sur une série de 6 défaites consécutives. Et à l'époque, les Pistons, c'était du solide avec un bilan de 37 victoires pour 21 défaites. Avec dans l'équipe du Chauncey Billups, Richard Hamilton et Tayshaun Prince. Rashid Wallace, lui, était blessé. Et pourtant, les Warriors vont s'imposer 111-93. Une victoire qui va rebooster tout le monde. Jason Richardson se souvient. On a explosé les Pistons et dans l'avion, on rentrait à Auckland. On a commencé à se dire qu'on pouvait le faire. Faisons les playoffs, les gars. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Après ce match à Détroit, il ne reste plus qu'une vingtaine de matchs à disputer avant la fin de la régulière. Mais les Warriors ont été littéralement reboostés par cette victoire contre les Pistons et ils remportent ensuite 15 de leurs 20 prochains matchs. Arrive alors la dernière rencontre de la saison régulière, le 18 avril 2007. Golden State se déplace à Portland avec au compteur 41 wins pour 40 défaites. Un bilan qui, pour l'instant, ne leur permet pas encore d'être qualifiés pour les playoffs. Les Clippers sont devant au classement. Mais une victoire supplémentaire suffirait pour passer devant les Clips. Bon, pas besoin de faire plus de suspense, vous vous en doutez, les Warriors remportent ce match assez facilement d'ailleurs face à des Blazers sans Brandon Roy et LaMarcus Aldridge. Succès 120-98. Ça y est, premier exploit malgré une saison en demi-teinte.
Golden State est en play-off, une première depuis 1994. Cela faisait 13 ans donc que les fans attendaient ça, de ne pas voir leur équipe partir en vacances en avril, et ils ne vont pas être déçus par la suite. Matt Barnes raconte: On savait que si on arrivait à décrocher cette 8e place, on serait en bonne posture. On était évidemment une équipe talentueuse, mais on était surtout intimidant. On avait l'habitude de maltraiter les gars. On en tirait de la fierté aussi. On était fiers d'inspirer la peur chez nos adversaires. On pouvait le voir et c'était quelque chose qu'on cultivait. En terminant 8e, les Warriors se voient donc opposés à ceux qui ont fini premiers de la conférence Ouest, les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, le MVP en titre. Les Mavs qui ont fini la régulière avec la bagatelle de 67 victoires. Ils sont portés par un esprit en plus de revanche. La saison précédente, ils étaient à 2 doigts de soulever le trophée Larry O'Brien de champion, mais ils sont tombés en finale face au Heat de Wade et Shaq. Défaite 4-2. Mais ça ne fait clairement pas peur à Golden State qui est porté par une dynamique incroyable avec cet enchaînement de wins en fin de saison, et eux aussi sont revanchards, surtout le coach d'ailleurs. Rappelez-vous, quand Don Nelson est revenu sur le banc de Golden State, il venait de quitter celui des Mavs parce qu'il ne s'entendait plus avec le proprio, Mark Cuban. Il avait donc été gentiment mais fermement poussé vers la sortie. Don Nelson, bien qu'ayant la réputation d'être un fumeur de joint, est aussi et surtout un compétiteur. Donc s'il pouvait en mettre une petite derrière la tête à son ancien patron, ce serait avec plaisir. Surtout que celui qui a pris le relais de Nelson au coaching à Dallas, c'est Avery Johnson, ancien bras droit de Nelson. L'ancien Warriors, Adonai Foyle, se rappelle. Les Mavericks utilisaient encore tous les systèmes de Don, donc ils ne nous disaient pas simplement ils vont faire ci ou ça, ils nous disaient c'est le 5e système, donc là ils vont installer quelque chose pour dire que le 6e sera comme ça, etc. Et on savait exactement comment les défendre et les perturber. 22 avril 2007, match 1 du premier tour des playoffs. Dallas, Texas, American Airlines Center. Les Warriors donnent tout de suite le ton de la série. Premier quart-temps, 23-17 pour Golden State. Les Mavs sont pris à la gorge par des Warriors survoltés. Le plan de jeu de Nelson fonctionne à la perfection. Rapidité en attaque et en défense. Dès que l'occasion se présente, bim, prise à 2 sur Nowitzki pour le forcer à lâcher la balle. Le leader allemand termine la rencontre avec un triste 4 sur 16 au tir. Et grâce notamment à un Baron Davis en feu, 33 points, 14 rebonds, 8 passes et 3 interceptions, Golden State remporte le premier match de la série. Baron Davis for 3, hitting another 3. And Don Nelson coming back, and Mark Cuban having to bear the brunt, as the Mavericks and their fans are, as the Golden State Warriors emphatically will come away with a victory in game number 1 of this best of 7. Match 2, les Mavericks ont à cœur de montrer un tout autre visage devant leur public avant que la série ne parte en Californie. And all eyes are on Big D as we welcome you to the American Airlines Center in Dallas, Texas. The Maverick fans obviously still believe, despite the fact that their team, the Mavericks, with the best record in the league, stunned in game number 1 by the 8th-seeded Golden State Warriors. This is game 2 of the best of 7 Western Conference first-round matchup. The Warriors against the Dallas Mavericks. Côté Warriors, ce n'est pas le même Baron Davis qu'au Game 1. Il n'est pas autant en réussite. Heureusement, il peut s'appuyer sur un Stephen Jackson des grands jours. Lui et Nowitzki se rendent coup pour coup. Les deux équipes rentrent au vestiaire avec seulement 2 points d'écart, 54-52 pour les Mavs. Au retour des vestiaires, la rencontre continue d'être très serrée, mais à la fin du 3e quart-temps, alors que Jerry Stackhouse allait au cercle, faute de Baron Davis, le baron n'est pas d'accord avec la décision des arbitres, il applaudit de manière sarcastique, et bim, il avait déjà une technique, en voilà une deuxième, c'est dehors, les Warriors vont devoir faire sans leur meneur emblématique jusqu'à la fin du match. Au final, malgré les 30 points de Jackson et grâce aux 28 unités de Nowitzki de l'autre côté, les Mavericks remportent le match 2-112-99.
La série arrive donc à Auckland avec ce bilan de 1 partout entre les deux équipes. L'ambiance est folle dans les travées de l'Oracle Arena. Cela fait 13 ans, on l'a dit, que les fans attendaient ce moment-là. Un match de play-off à domicile. Et à une époque où les prix des billets étaient bien plus accessibles qu'aujourd'hui, il régnait une atmosphère très populaire à l'Oracle. Dans le podcast All the Smoke, Matt Barnes se souvient. Je ne veux froisser personne parce que j'adore les fans des Warriors, mais à l'époque, c'était un différent groupe de fans. Les billets étaient bien plus abordables et il se passait un truc nouveau. C'était un truc que les fans n'avaient plus connu depuis l'époque de Mullin et des gars du Run TMC. C'était fort, c'était l'ambiance d'Auckland dans la salle. À n'importe quel match, on sentait la weed et ça nous faisait marrer, c'était fou. Déjà, pour vous dire, 1h30 avec le coup d'envoi, l'Oracle Arena était chauffé à blanc, les fans prêts à crier pour pousser leur équipe. Jason Richardson a raconté à la presse qu'il n'avait jamais rien vécu de tel, que dès l'échauffement, la salle était déjà pleine à craquer, que ça lui a mis les frissons et forcément, ça lui a donné une énergie supplémentaire. 3-on-2. Richardson. The extra pass. Richardson hits a three. Et c'est peut-être pour cette raison que Richardson sort ensuite un match incroyable à 30 points, 8 rebonds et à 12 sur 19 au tir. Baron Davis n'était pas en reste avec ses 24 points, mais comme au Game 1, c'est surtout en défense que les Warriors ont été bons en réussissant une nouvelle fois à faire déjouer Dirk Nowitzki avec des prises à 2 et même parfois à 3. L'Allemand ne dépassera pas les 20 points. Victoire nette 109-91, 2-1 pour Golden State. 2 jours plus tard, place au match 4. Et sûrement piqué à vif après la rencontre précédente, les Mavs font une entame tonitruante, 27-21 en faveur des Texans à la fin du premier quart-temps, notamment grâce à un Josh Howard en feu qui termine la première mi-temps à 20 points. Mais les Warriors se sont réveillés. Baron Davis a montré la voie avec ses 18 points en 20 minutes, 49 partout entre les deux équipes au moment de rentrer au vestiaire. Le troisième quart-temps est serré, Mavs et Warriors se rendent coup pour coup et la décision va se faire dans le Money Time. 1 minute à jouer, 94-90 pour Golden State. Baron Davis remonte la balle. 4-point Warrior lead as we approach a minute remaining. Isolation, petit cross pour éloigner son défenseur, Davin Harris. Il s'élève à mi-distance. Bim, c'est dedans. Les Warriors sont sur un 10-0. Possession suivante. Nowitzki prend un shoot très rapide. Il envoie une vieille saucisse à 3 points. Airball. Malheureusement, la balle a été touchée par un Californien avant qu'elle ne sorte. Remise en jeu texane. Et Jason Terry rentre un tir depuis le parking. Plus que 3 points d'avance pour Golden State. 42 secondes à jouer. Baron Davis remonte la balle. Il la donne à Stephen Jackson qui enfonce son défenseur comme s'il allait jouer un post-up au niveau de la ligne des lancers francs. Dans le même temps, le pivot Andris Biedrins a coupé dans le dos de son défenseur pour aller poser un écran sur Nowitzki. Matt Barnes est tout seul à 3 points. Jackson l'a vu. La dague, 99-93 Warriors, 24 secondes à jouer. Bis repetita, Nowitzki envoie une brique à 3 points, mais la balle est retouchée, remise en jeu Mavs. Here's Nowitzki, a three, and the air ball, and it's knocked away. Last touch, and an alert play by Howard as he knocked it off of Richardson. Plus que 16 secondes au chrono. 16-8.8 left. Well, the last time they did this, Jason Terry got a wide open three. Nowitzki retente à 3 points. Here's Nowitzki with another three, and he's got this. Cette fois, c'est dedans. Three, and it's a three-point game now. Et ensuite, malgré un nouveau tir à 3 points très clutch de Nowitzki, les Warriors ne vont pas craquer au jeu des lancers francs et le match est scellé après une magnifique interception à 3 secondes de la fin de la French Touch californienne Mike Pietrus. That's it. Stolen by Pietrus. The Warriors will win it. Victoire des Warriors, 103-99, 3-1 désormais pour Golden State. Les Mavs n'ont plus le choix, la prochaine défaite sera synonyme d'élimination. 3-1. This crowd going wild. And how about this return to the playoffs for the Golden State Warriors?
Match 5, la série revient dans le Texas. Devant leur public, les Mavericks sont dos au mur, win or go home. Et très clairement, ils ont mis le réveil. Au début de match, les Warriors ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Tout rentre côté Mavs. Dans le deuxième quart-temps, Golden State compte jusqu'à 18 points de retard. Ils arrivent péniblement à revenir à -7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, après sûrement une petite soufflante de Don Nelson, les Californiens montrent un autre visage. L'agressivité de Matt Barnes en défense et la réussite au shoot de Baron Davis et Jason Richardson dans le troisième quart-temps permet à Golden State de revenir dans la partie. Ils ne sont plus qu'à -1 avant d'entamer le dernier quart. Dans les dernières minutes, les deux équipes sont au coude à coude. Mais à ce moment, Dirk Nowitzki montre les dents. Gros 3 points, gros contre. En plus, il est bien épaulé par Davin Harris. Les Mavs sont encore en vie. Ils l'emportent 118-112 avec 30 points, 12 rebonds, 3 passes et un contre pour Nowitzki. Avery Johnson, le coach des Mavs, lors du point presse d'après-match. On a bien terminé le match ce soir, on a été derrière un moment, ils ont mis de gros 3 points, mais les gars ont été vraiment résilients. Cette équipe a une fierté, vous savez. Dirk a été énorme, Davin Harris aussi dans ses finitions, dans ses drives. Et franchement, globalement, c'était un bel effort collectif. La série est donc désormais à 3-2 en faveur des Warriors. Match 6 à l'Oracle Arena. La salle est en feu total. Les supporters ne s'arrêtent pas de crier, comme en transe, portés sûrement par l'idée que cette soirée peut peut-être sceller le sort des Mavs et écrire l'histoire. Transcendés par leur public, les Warriors, contrairement au match 5, sont rentrés dans la rencontre avec un état d'esprit agressif. Après un 3 points de la part des Texans, les Californiens enchaînent sur un run de 12-0 pour donner le ton. Chaque point sonne comme un exutoire pour les fans. Baron Davis et Stephen Jackson portent les Warriors en face. Ce n'est pas la même limonade. Dirk Nowitzki paraît fatigué, pas dans son match. 4 petits points à 1 sur 10 au tir pour l'Allemand en première mi-temps. Mais bon, au moment de rentrer, souffler un peu dans les vestiaires, seulement 2 points séparent les deux équipes, 50-48 en faveur de Golden State. La différence se fait véritablement dans le troisième quart-temps. En l'espace de 12 minutes, les Warriors infligent un terrible 36-15 aux Mavs, grâce notamment à un Stephen Jackson en réussite totale depuis le parking, 4 sur 4 à 3 points. Il finira la rencontre à 7 sur 8 de loin. Record en play-off pour le Jacks. Autant le dire direct, les Texans ne se remettront pas de cette gifle. Le quatrième quart-temps ne suffira pas aux Mavs pour revenir dans la partie. À 2 minutes du coup de sifflet final, la messe est dite, 106-80 pour Golden State. Baron Davis rejoint le banc après avoir tapé dans la main de chacun de ses coéquipiers, d'avoir harangué la foule. Il finit par tomber dans les bras de Don Nelson. Davis over to hug Ronnie Lott. Why not? Why not? And while we're talking about the Warriors. Fin du match, 111-86 pour les Warriors. Cette fois, c'est fait. Les Warriors ont réalisé l'exploit 4-2 face aux Mavs. Upset incroyable. Ils ont sorti le premier de la conférence Ouest après avoir arraché une place en play-off au dernier moment de la régulière. Seuls les Knicks et les Nuggets par le passé avaient réussi une telle performance. Baron Davis à la fin du match. C'est un sentiment incroyable, réaliser cet upset historique, sortir le numéro 1 de la conférence, le faire en plus devant notre public, on pouvait pas rêver mieux, on était déterminés et on a fait le boulot en deuxième mi-temps. Alors malheureusement, la suite va ressembler à un bon vieux retour sur terre pour les Warriors. Ils tombent face au Jazz en demi-finale de conférence. Et malgré un match 3 remporté, Golden State ne fera pas le poids face à Derek Fisher, Andrei Kirilenko et compagnie. Défaite assez sèche 4-1. On retiendra tout de même ce dunk mémorable de Baron Davis sur la tête de Kirilenko et cette célébration passée à la postérité où Baron, galvanisé comme jamais, choisit de montrer son bide au monde entier pour marquer les esprits après son poster. L'aventure prend fin donc face aux hommes de Salt Lake City, mais dans la baie, rien qu'avoir passé un tour face à l'archi-favori, c'était déjà énorme. Stephen Jackson après l'élimination.
C'était la même sensation que gagner un titre pour moi. Même si on avait perdu au deuxième tour, on avait l'impression d'avoir gagné le titre parce qu'Auckland avait célébré ça comme si on avait soulevé le trophée. La ville nous a fait sentir qu'on avait gagné. On sait qu'on n'a pas gagné de titre, on sait qu'on aurait dû battre Utah et avancer, mais en même temps, faire quelque chose qui n'avait pas été fait en 13 ans, c'était déjà énorme. On avait battu Dallas et c'était bon pour Nelly aussi, c'était son titre. Petite anecdote, mais qui en dit long sur la mentalité de notre franchise. Après avoir été éliminé donc par les Warriors, Dirk Nowitzki était tellement hors de lui qu'il a envoyé une poubelle valser contre un mur du couloir de l'Oracle Arena. Et c'était tellement violent que ça a enfoncé le mur en question en créant un trou. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Warriors? Au lieu de réparer, ils ont entouré ce trou avec un cadre et ils ont accroché un t-shirt de playoff au-dessus avec écrit « We Believe ». Quelques années plus tard, l'organisation de Golden State a même demandé à Dirk d'apposer sa signature en dessous de la marque qu'il avait laissée. Et preuve que ce moment We Believe est ancré désormais dans l'histoire de l'équipe, le même trou a été recréé quand la franchise a déménagé dans sa nouvelle salle. Il existe donc toujours la même marque au Chase Center. Dirk avait réagi quand les Warriors l'avaient annoncé. Je suis honoré s'ils veulent vraiment le reproduire, d'avoir une place chez quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est plutôt cool. Pour moi, ce n'est pas un souvenir agréable, c'est sûr, mais ça reste quand même génial. Génial, c'est l'un des mots qu'on peut garder, c'est sûr, pour parler de cette époque We Believe. Ce run de playoff a été incroyable pour toute la Dub Nation. Une équipe de zinzin, sans vraiment une énorme star qui prend toute la lumière, mais un assemblage cohérent de gars qui jouent avec le couteau entre les dents. Comme une comète, l'épopée We Believe n'a duré que quelques jours au final, mais quelques jours suffisants pour marquer à jamais l'histoire de la franchise et de la NBA. Voilà, j'arrête mon récit ici. Comme d'hab, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, à laisser une petite note sur votre appli de podcast, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais prendre une petite pause, histoire de recharger les batteries, mais rassurez-vous, ce n'était que la saison 1. J'ai encore plein d'anecdotes, de portraits et de moments de l'histoire des Warriors à partager avec vous. Il y aura une saison 2 bientôt. D'ici là, vous connaissez la formule. Amis de la Dub Nation et d'ailleurs, salut!